Et Sam, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler de Star Lake, on va parler de l'actualité qui est très mouvementée en ce moment, hein, avec les différentes fusions dont on a été informé récemment. Alors, tu vas nous présenter effectivement Star Lake d'ici quelques minutes, mais avant, peut-être qu'on peut faire un petit tour de présentation, qui tu es, qui est Star Lake dans les grandes lignes. Et puis on enchaîne après démo, on ouvre le capot de ce que tu sais faire et on y va. Oui, bonjour Stéphane. Merci d'abord pour l'invitation, hein, ravi d'être là. Et puis avec grand plaisir pour partager ce que l'équipe Starlake a pu construire. Elle est large et c'est plusieurs années de mise en production des projets chez nos clients qui nous font faire ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire Starlake. Ouais, super. Un super outil. Alors, bon, on parle depuis quelques mois ensemble. Tu m'as montré des features. D'ailleurs, j'ai même révélé en avance des features que je devais pas révéler, etc. Mais bon, on connaît le monde de la Modern Data Stack qui est en plein changement en ce moment, puisqu'il y a eu l'annonce de la fusion entre DBT, qui est quand même un outil très populaire et très utilisé, avec Fivetran, qui est un éditeur plutôt commercial, vraiment. Et puis, on se demande, en fait, qu'est-ce qui va arriver. Et puis, évidemment, dans nos conversations, on comparait un petit peu les features, ce que fait DBT, ce que va faire DBT Fusion, ce que fait SQL Mesh, et puis tout ça, ça tombe dans un même panier aujourd'hui. Et puis, entre nous, on riait un petit peu quand même, parce que dans Star Lake, il y a plein de features super intéressantes qui n'existent pas encore dans le futur de Fivetran, en fait. Et donc, on est là aussi pour en parler. Mais avant tout, bon, d'abord, je voulais te féliciter parce que c'est un super produit. Et ça commence par un chouette site web. Je trouve que ton site web, il est sexy, voilà, il est Ah, dynamique, c'est il est beau à sympa. regarder et Ah, en, c'est en plus, sympa. tu décris bien ton produit en fait. Ah, c'est sympa. Ça fera plaisir à l'équipe Abdel et à toute l'équipe de Front Ah non, moi qui sont à l'origine de tout ce qu'on a là. ouais, mais écoute, Euh, moi je te propose et de nous faire un petit tour d'horizon en t'appuyant sur le site web et puis peut-être, comment dire ça, décrire un petit peu les fonctionnalités de ta solution au travers de l'existant de ton site web. Alors, je voudrais, si tu permets, d'abord rebondir sur ton introduction, hein, quand tu parlais de consolidation de deux acteurs, l'un du load et l'autre du transform. Je pense que ça fait sens. Ça fait sens et Starlake, depuis le début, c'est un outil de load et de transform intégré. Je pense qu'au- que le marché s'est rendu compte que l'un sans l'autre, ça devenait compliqué. Tu ne peux pas avoir le load d'un côté avec son orchestration, le transform de l'autre avec sa propre orchestration, qu'il fallait quand même à un moment homogénéiser tout ça. Et donc, tu as plusieurs solutions. C'est être capable de t'interfacer avec différents outils, aussi bien au niveau du load, au niveau du transform, qu'au niveau de l'orchestration. Et je pense que ça fait sens aujourd'hui de se dire qu'aujourd'hui, DBT sans Fivetran, ça n'est pas suffisant, et vice-versa. Donc oui, c'est une suite logique, et nous, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis le début. On ne va peut-être pas en parler dans le détail aujourd'hui, mais le load et le transform sont difficilement séparables, tout simplement parce que quand tu transformes des données qui ont été chargées, et donc déclencher tes transformations, c'est le moment où elles sont chargées, forcément au plus tôt. Voilà. Donc oui, ça va ensemble et c'est difficile de les différencier. Ouais, mais écoute, très d'accord. Alors moi, je viens du monde data stage il y a fort longtemps et en fait, enfin, tout était intégré. C'était devenu une data platform complète et le load a toujours été accompagné du transform et puis de l'extract et de la data quality et puis du profiling et puis de la gouvernance et ainsi de suite jusqu'à donner une véritable data platform. Et c'est peut-être un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le retour. C'est peut-être la fin de la modern data stack telle qu'elle était, hein, modulaire, composable, et retour vers des data platforms complètes qui font tout. Alors, ça reste composable. Par contre, beaucoup trop de composition, ça peut tuer la composition. On a bien vu dans les microservices, le nombre trop important de microservices pour construire une application générait parfois un peu trop de complexité, et on s'est dit qu'il y avait peut-être un milieu entre les deux. Aujourd'hui, chez Starlake, par exemple, on considère que le load et le transform, si c'est le même langage de description,
Ça simplifie beaucoup. Puisqu'en général, les gens qui font le transfo, qui construisent la transformation, ont également besoin de charger des fichiers et ils préfèrent avoir le même langage de description. Tu parlais de datastage, une des grandes évolutions que l'on a aujourd'hui avec Star Lake notamment, si tu permets, c'est qu'on décrit le load en YAML depuis Absolument. toujours, le transforme en YAML également ou en SQL pur. Donc c'est vraiment Et le YAML utilisé pour le load et pour le transform, évidemment, sont cohérents. Tu n'as pas deux outils différents qui ne se connaissent pas. Et donc ça, c'est une grande évolution par rapport à une composition des deux outils que tu as cités précédemment. Je ne voudrais pas y répondre sans arrêt, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même langage de description. D'ailleurs, l'un n'en a pas, l'autre en a. Et là, nous, on essaie de chercher l'homogénéité. Par contre, on va également s'ouvrir et être composable avec les orchestrateurs. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui de dire à nos clients, vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre orchestrateur. D'ailleurs, non, nous ne voulons surtout pas que vous utilisiez un orchestrateur propriétaire pour une raison simple. Quand on n'orchestre pas que de la data. On orchestre aussi d'autres choses. C'est aussi pour superviser sa plateforme. Quand on supervise, on a besoin d'un outil d'orchestration. Aujourd'hui, c'est vrai que Airflow is the king, mais il y a d'autres alternatives comme Daxter. Et surtout, moi, une alternative qui nous a vraiment séduite, il faut dire les choses comme elles sont, c'est Snowflake Task. Snowflake Task n'est pas un orchestrateur de second plan. Il n'a rien à envier à Airflow dans sa capacité d'orchestration, je dirais même plus, il apporte vraiment des avantages, notamment en termes d'absence de management, puisqu'il est complètement serverless, contrairement aux offres cloud qu'on peut observer aujourd'hui, que ce soit chez Astronomer ou chez Cloud Composer, que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, et on s'interface avec tous ces outils-là, avec le même langage de description. Stéphane Monceau, qui est un collègue où on travaille depuis longtemps dans la data ensemble, est à l'origine d'un framework générique d'orchestration qu'on a intégré et qui permet de cibler ces trois orchestrateurs de manière complètement transparente, sans perdre de feature dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Donc, je pense que là aussi, être capable d'être composable est important, et surtout de ne pas être... Star Lake n'est pas une plateforme data qui va chercher à vous attirer dans son cloud avec son propre outil de transformation, son propre orchestrateur, pour des raisons assez simples. On intervient dans la finance notamment, excuse-moi, mais un sujet en amène un autre. On intervient dans les domaines de la finance où c'est assez régulé, dans le domaine de la sécurité, notamment alimentaire. Et je peux te dire que demander aux clients de fournir une clé, un compte de service pour pouvoir accéder des États-Unis ou d'ailleurs à leurs propres data, quelles que soient les IPA ou autres certifications que nous pourrions avoir, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Les épisodes de trous de sécurité qu'on a pu constater chez les gros acteurs, c'est un peu compliqué quand ça concerne ta propre data. Ouais. Donc, alors tu parlais de composabilité, mais tu parlais aussi d'ouverture. Là, tu parles de lock-in qui n'existe pas finalement, puisque tu permets à tes clients de s'interconnecter avec l'orchestrateur voulu. Absolument. Tu mentionnais l'adhérence complète avec l'orchestration de Snowflake, et le tout est open source. C'est ça. Alors, Star Lake a une particularité, c'est que tout est open source, du core à l'orchestration. C'est une philosophie que l'on a. Après, peut-être que tu me poseras des questions sur le modèle économique, mais on y viendra. Et pour nous, il a un sens. Ce que nous voulons surtout pas, c'est que les utilisateurs de la solution open source se sentent bridés. Ouais. Alors, ça c'est un point important. Pourquoi ? D'abord, nous sommes on a été élevé au biberon de l'open source. Moi, j'ai gagné ma vie en travaillant dans le monde open source, en commençant avec Spark en 2014, bien avant avec d'autres écosystèmes. Et aujourd'hui, je me vois mal commencer à sortir de cet écosystème que je trouve vraiment, disons, vertueux. C'est vrai. Et on a longtemps critiqué tout ce qui était propriétaire, tout ce qui était fermé, ou en tout cas tout ce qui était aussi un tunnel de conversion vers ce qui est fermé. Voilà. Et ça, on ne veut surtout pas cette étiquette-là, et on parlera, mais on est vraiment open source de bout en bout.
Ouais, mais écoute, c'est très, très fort. J'apprécie beaucoup, cette approche, cette philosophie et l'open source. C'est vrai qu'on a été biberonné à l'open source avec un acteur, dans les années 2005-2006, hein, Talend, que tu connais, qui a montré la voie un petit peu, hein. Et Absolument, puis, bon, absolument. la fin de l'histoire de Talend, ça a atterri chez Qlik, un Américain, donc bon, et il y a beaucoup d'histoires comme ça qui se terminent pas forcément très bien dans l'open source, hein. Mais, Alors, bon, bon, Talend a été un très bon outil. Alors, Talend, quand il fait du load, quand il fait du transform, ça a longtemps été, alors je n'ai plus suivi les versions actuelles, mais ça a longtemps été un outil de génération de code, avec une phase de compilation et d'exécution. Ce que n'est pas du tout, et là on parle des internals, ce que n'est pas du tout Starlake. Starlake, c'est un moteur unique qui prend un fichier de description ouais. et qui va exécuter du code qui existe déjà bien avant la création du fichier de description des fichiers en entrée, donc du schéma à générer ou de la transformation exécutée. Donc Ouais. on reste dans un monde très moderne, très agile, où le temps de réactivité ou de test de ce qu'on a fait est instantané. Ouais, donc c'est un engine, un véritable C'est engine, ça, hein. c'est un O véritable OK. engine, c'est exactement. Et dans une conversation passée, tu me parlais de YAML et d'intention. En fait, tu me disais à un moment donné, ça m'a fait tiquer, tu m'as dit: «On devrait même plus avoir besoin de créer un pipeline, ça devrait se créer automatiquement, en fait». Et Alors, c'est cette idée de YAML, bon, on aime ou on n'aime pas le YAML, hein, cette partie descriptive, mais c'est ça qui génère ton pipeline, en fait? alors moi, on a commencé par le load. On a commencé par le load. Je me souviens, alors si Olivier Girardot nous écoute, il appréciera, qui était un des premiers auteurs du moteur d'ingestion avec Sam Bessala, avec toute l'équipe. Et donc, on a construit ce moteur de load qui est un très, très gros client. Je vais dire, c'est un client qui a à peu près 300 000 personnes. Donc c'est un très gros acteur de la place parisienne et qui était considéré comme le bijou de sa plateforme data, hein, D'accord. par des consultants externes d'ailleurs qui sont venus l'auditer. Et à partir de là, on s'est dit, mais on veut rester simple d'utilisation et puissant, et on a attaqué la phase de transform. Quand on a attaqué la phase de transform, on est allé voir un peu différents clients, puisqu'on est consultant, on est des gens de terrain, et ce qu'on a appris, c'est que les gens faisaient beaucoup de DBT, par contre, ne faisaient pas de Jinja. Ouais. Parce qu'un data analyst, c'est un SQL man. Alors, rappelle peut-être en 2 secondes le Jinja pour ceux qui connaisseraient pas, même si Globalement, pour essayer de retrouver le lineage, il faut décrire tes tables en Jinja dans ta requête SQL. Et finalement, quand tu fais du SQL, c'est un mixte de macros Jinja avec du SQL. Et donc, quand on a vu ces équipes-là, la première chose qu'on dit, c'est ah non, nous, c'est du SQL, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et ensuite, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire du copier-coller, de s'envoyer par chat nos requêtes SQL, de les regarder dans la console Google Cloud Studio pour travailler avec, et ensuite on fait un copier-coller dans notre environnement et on l'exécute en batch. Voilà un peu la façon de travailler des data analysts. Et les data analysts, ce qu'ils veulent, c'est des outils qui sont à leur service et non pas être eux au service de la technologie imposée par les outils, ouais. notamment quand tu perds en flexibilité et en agilité. Alors, si tu regardes, on a un projet auquel on contribue, hein, qui a plus de 6000 stars sur GitHub, qui est JSQL Parser, hein, Ouais. qui nous cite très, très gentiment comme étant les principaux financiers du projet. On a travaillé également avec un des plus grands contributeurs qui fait partie de l'équipe aujourd'hui, Andreas, qui avait construit JSQL Transpiler. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui aujourd'hui, JSQL Parser, on l'a testé face à d'autres outils du marché. SQL Glut est très connu dans le monde Python. On a sorti une batterie de tests, on en a échangé avec Toby Mao d'ailleurs, qui était là et qui a bien vu qu'on faisait 95 ou 98%, là où il faisait 65%, qui est un très très bon outil certainement. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on est meilleur, mais c'est un outil très performant dans l'analyse des SQL. Et aujourd'hui, à partir d'un SQL standard, on est capable de dégager le lineage. Ouais, Donc, d'accord. on n'a pas besoin de créer un nouveau langage qui va nous permettre d'analyser les SQL et puis reconstruire l'arbre de dépendance. On prend un SQL standard et Donc c'est puis, du SQL pur. Tu adhères au c'est standard et parti. Nous, à partir de là, on génère le lineage puisqu'on sait lire la requête de bout en bout.
Ouais, d'accord. Alors tu es multibase, hein. Alors tu parlais dans une annonce, faite récemment que tu gérais complètement, DuckDB et que tu pouvais travailler en local. Ça, je trouve ça génial et qu'après quand, il était temps de passer en production, bah, tu t'adaptais à la base, du client, hein, tu couvres Snowflake, BigQuery, Redshift et j'en oublie peut-être encore Mmh. Mmh. et c'est ça, ce petit côté, je dirais, très très flexible, très versatile et tu peux commencer petit et puis déployer grand, en fait, hein? Alors, alors la raison pour laquelle on le fait, d'abord, on ne cherche pas, contrairement à SQL Glot par exemple, qui permet de traduire du Snowflake en BigQuery. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est limité à permettre aux développeurs de travailler en DuckDB localement, à créer sa CI en DuckDB. Par contre, quand il attaque DuckDB, il utilise le langage de son data warehouse cible, C'est ça. c'est-à-dire BigQuery, Snowflake, évidemment, hein, qu'on apprécie beaucoup chez Starlake, tu le sais. D'autres BigQuery, on est présent sur, en fait, la grande majorité des comptes que l'on a utilisent BigQuery et donc fonctionne très bien avec, mais également Redshift où on est présent également chez des clients. Et donc, on est capable, et Databricks évidemment, donc on est capable de traduire Spark, Redshift, Snowflake et BigQuery en DuckDB. Ouais. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est tu codes sur ta base en local, tu lances ta CI en local sans jamais avoir de compte de service qui attaque une base distante et partagée et accessible par d'autres, et donc tu te perds en test pour finalement avoir beaucoup moins d'agilité. Donc tu développes en DuckDB et quand tu passes en prod, ta requête n'est pas transpilée. C'est la requête que tu as écrite qui s'exécute. Ouais, d'accord. Non, mais ça, Autrement dit, c'est top. tu veux faire du Snowflake Snowsite, retester ta requête sur Snowflake Snowsite, tu la testes, elle marche, tu veux la tester sur DuckDB, tu copies-colles dans Starlake, tu peux la tester dans DuckDB tranquille. Voilà. Ouais, Donc, et pourquoi? Parce que Starlake va la transpiler de Snowflake vers DuckDB. ouais, C'est cette versatilité-là qui amène une solution vraiment très flexible et qui nous ramène à ce que moi j'appelle revenir un peu aux fondamentaux du software engineering. C'est-à-dire quand je teste en local. Je n'ai pas besoin de construire des fichiers locaux, etc. Je prends ma base, elle est en local et je travaille dessus. ouais. Non, mais c'est bien. Alors, on parlait d'interface. Évidemment, tu as un portail d'accès où tu vas pouvoir gérer, tous tes pipelines, tes métadatas. Tu as le YAML, mais tu permets aussi à l'utilisateur qui s'y connaît peut-être un peu moins, qui est un peu moins technique, d'aller faire ses drag and drop et d'aller, injecter ses Ah fichiers oui, dans c'est le fameux alors code when you want, click when you don't. ou c'est quelque chose comme ça, mais tout le monde n'aime pas le code, mais tout le monde n'aime pas le no code non Ouais, plus ouais. et donc peut-être que tu as trouvé l'entre-deux qui Ouais. pourrait plaire à pas Alors, mal de gens. bon, là, c'est Abdel qui a vraiment poussé pour qu'on aille dans cette direction-là. Il travaille dans des très grands comptes. Il intervient sur des très gros data lakes aujourd'hui qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui nous a dit clairement, bah, les gars, quand on utilise Git, nous, et qu'on fait un Git diff, on n'est pas en ligne de commande, c'est pas vrai. On utilise lui. Donc, une personne, elle est contente d'avoir le YAML parce qu'elle va pouvoir tracer dans Ouais, Git les différences. C'est du texte, c'est lisible, on voit exactement ce qui se passe. Par contre, tous les jours, elle n'a pas envie de se rappeler, même si elle est aidée par l'environnement, elle n'a pas envie de se rappeler des balises. Clique vite fait pour regarder, modifier, rajouter. Parfois, c'est pratique. Et même, on s'est rendu compte que ça pouvait être très pratique également, puisque tu as besoin d'un tout un environnement autour de toi pour évoluer, c'est-à-dire tu as besoin d'aller explorer ta base, tu as besoin de visualiser ton lineage graphiquement. Je sais qu'on peut le faire de façon textuelle, mais c'est pas très pratique. Et puis l'autocomplétion dans le SQL, c'est sympa. Voilà, donc toutes ces choses-là font que tu vas beaucoup plus vite et c'est très productif. Et ouais et puis on a le dernier choix. point, Ouais, on a le choix tu, de le faire ou pas comme oui, ça. tu Ouais, as le choix, évidemment, ouais, mais c'est plus facile de discuter et d'échanger avec le métier sur ce qui a été fait et les règles de gestion, que ce soit ton product owner ou que ce soit ton Scrum Master, sur ce qui a été fait lorsque lui peut visualiser tes travaux et ouais. de l'emmener dans un environnement, moi que j'adore, qui est uniquement code et où c'est compliqué de lui expliquer la navigation entre les fichiers.
Voilà. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite démo là, tu sais, vite fait, Écoute, montrer le volontiers, volontiers. Il y a quand même une fonctionnalité, tu sais, quand on a parlé de multibase et d'agilité dans le développement, j'ai eu envie de te parler également de la copie de données. ouais. Et on fait un stop là, 2 secondes. Non, vas-y enchaîne. Non, non. Alors, sur la copie de données, tu vois bien que aujourd'hui, on te dit, tu prends tes données de prod, tu les mets en pré-prod et on va faire des tests de performance. Pourquoi? Ouais, Parce que très souvent, ce qu'on a constaté, nous, c'est que dans la data, tu écris ta requête SQL, elle passe nickel dans l'environnement de dev, mais dès que tu vas en pré-prod, il y a un problème de perf, on n'a pas bien regardé, il manque des choses. Et donc, avec Star Lake, on s'est dit, ben, il y a une fonctionnalité, et la première base qu'on supporte, une des raisons pour laquelle on aime Snowflake, encore une fois, c'est qu'ils ont le snapshot qui fonctionne vraiment bien et qui l'ont depuis quelques temps. Tu peux faire, grâce à ces fonctionnalités de snapshot, donc qu'on a également dans BigQuery, hein, tu peux créer un snapshot de ta table. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, et vu qu'on a le contrôle de la requête SQL, quand tu interroges ta donnée de prod ou quand tu écrases une donnée de prod ou quand tu vas écraser une table, mais on ne l'écrase jamais. ouais, On crée un snapshot. ouais, Hein, la création, le temps de délai de création d'un snapshot, c'est quelques secondes. Donc, on va dire c'est instantané. quasi. Et donc, c'est à côté. On ne le voit pas. C'est dans un espace externe à la base de production. Et donc, en tant que data ingénieur, tu travailles directement sur tes données de prod ou pré-prod sans jamais les altérer. En Ouais, fait, tu crées une branche, un peu ouais, c'est comme ça. dans la sorte de Git code où tu crées une branche. Et tu ne peux jamais, évidemment, écrire dans la branche principale qui est ta base de prod ou ta base de pré-prod. Ouais. Voilà. Donc ça apporte une valeur, une valeur assez importante parce que ça permet aussi, même si tu décides d'avoir tout le monde sur une base de dev et que tu décides quand même de dupliquer des données en dev en les anonymisant, par exemple, eh ben ça permet, cette fonctionnalité permet à plusieurs développeurs de travailler sur la même base sans jamais se marcher sur les pieds. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est cette Et fameuse, fonctionnalité que j'ai dévoilée en avance, c'est le ça, bah multi-branching, oui, ben, tu te effectivement. reconnais bien, tu Et te reconnais bien. et Écoute, curieusement, je pensais que c'était ouais. une fonctionnalité standard dans la plupart des outils. C'est là que tu m'as Mm. rattrapé en disant que pas du tout. C'est le multi-branching, c'est quelque chose, c'est une particularité de Star Lake. C'est vrai, absolument. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ben, c'est évident, ça aurait dû toujours exister. Voilà. C'est vraiment du git branching. Tu choisis ta branche, tu fais ta branche, tu Ouais, travailles dans ta branche. Et plusieurs utilisateurs peuvent travailler dans la même branche s'ils décident de partager la branche. Mais en fait, tu ne peux jamais pousser tes travaux dans la branche principale. Alors, je d'accord. vais faire une annonce quand même qui est sur un projet qu'on va open sourcer très, très, très vite, très, très bientôt. C'est Star Lake JDBC. Ah, Cette fonctionnalité de snapshot qu'on offre dans Star Lake, tu vas pouvoir l'utiliser aussi au travers de Dbeaver d'accord, sur ta base Snowflake ou BigQuery, par exemple. d'accord. Autrement dit, tu prendras ta connexion Snowflake, ta connexion BigQuery, ta connexion Databricks, tu déclares ta chaîne de connexion comme tu le fais d'habitude, mais cette fois avec le préfixe Star Lake, et tu auras automatiquement cette fonctionnalité de snapshot. Ouais, d'accord. Et donc, D'accord, ça peut être intéressant pour les administrateurs système, tu vois, toujours dans la logique open source, d'avoir ce confort-là sans nécessairement être un développeur data ingénieur spécifique. ouais. Et on précise que les gens qui développent derrière, ce sont des gens qui font face aux clients. Ils sont sur le terrain, hein. C'est pas des devs Oui, dans des oui, alors, loin des opérations. Ils sont évidemment, dans l'opération. bien Ils sûr. sont dedans. Alors, on est tous, enfin, à part moi qui quand même n'est pas à 100% de mon temps chez mon client, mais de temps en temps quand même, hein, tous les développeurs Star Lake sont à 100% chez les clients. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a un point important quand même, c'est que Star Lake ne serait pas ce qu'il est. Tu sais, quand on parlait au début de l'open source, Star Lake ne serait pas ce qu'il est si les clients ne nous avaient pas laissé contribuer à Star Lake. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même la moindre des choses que ce projet continue de rester open source. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, tu installes, ce framework chez tes clients, et tu continues de l'updater, de le modifier, de le faire grandir et en fait, c'est toute l'équipe qui contribue à ça et tu le réutilises pour le client suivant et ainsi de suite et c'est pour ça que c'est devenu, un petit bijou avec des features qui sont
complètement utile. Il n'y a pas de gadget Ah, dans. absolument, Voilà, absolument. on est On a d'accord. des retours de data ingénieurs qui nous font des retours, mais en fait, quand tu as le data ingénieur lui-même qui ressent le besoin et qui est contributeur lui aussi, Ouais. tu es sûr d'avoir la fonctionnalité qui va bien. Ouais, non, mais c'est clair, voilà, bah, c'est clair. Là, Et c'est tu fais face à absolument, des vrais projets, des vrais besoins clients et tu absolument, implémentes la features qu'il absolument, faut absolument pour absolument. te ouais, ouais, Alors oui, moi oui, il y a des gens comme Mohamed Kassir, comme Boon Kong, que tu connais peut-être pas, mais qui a une très grande influence sur toute la partie de l'Aude notamment, et qui a un peu contribué à la partie transpilation de code également. Bon voilà, j'ai cité quelques personnes. Voilà, on n'a pas parlé de la partie sémantique qui est toute récente, parce que notre ami Mourad aussi a contribué à cette partie-là, et il nous fait des choses assez intéressantes. Mais voilà, aujourd'hui, également sur la partie sémantique, on est agnostique. Nativement, c'est de l'open sémantique, hein, nativement, mais on traduit en Power BI TMDL ou en LookerML pour tout comme l'orchestration, on ouais, reste ouvert sur les autres solutions. ouais. Bah, Il n'y a pas une passerelle obligatoire chez Starlake par laquelle il faut passer pour interroger un moteur sémantique. ouais, ça fera l'objet d'une émission numéro 2 parce que tu es MCP compatible et c'est un sujet en soi, donc Alors et la sémantique l'est. sur la partie IA, tu vois, jusqu'à présent, je n'ai pas voulu en parler. Tu verras tout à l'heure dans l'interface qu'on a un sauveur IA, mais je n'en parlerai pas parce que je ne voudrais pas entrer dans l'IA fatigue. On a déjà un certain nombre de core features qui sont là. L'IA est présente, mais j'apprécie qu'on le laisse Voilà. pour un entretien dédié. Et puis, ben, écoute, le temps tourne et moi je Allez. propose que tu nous montres l'interface et Ben, qu'on se écoute, plonge un petit peu de. on a une interface de démo qui est demo.starlake.ai, hein. Tout le monde peut y aller. Il suffit d'y aller avec son identifiant, hein. Ça va, c'est assez simple. D'accord, Moi, j'y vais avec mon identifiant. Voilà, j'ai déjà un projet. J'y vais avec mon identifiant, mais si on veut se créer un projet, ben, ça va assez vite, hein. Hop, je fais New Project. Voilà, My Project. Voilà, et puis hop, next. Bon, voilà, je choisis. Alors, dans la version démo, c'est du DuckDB, mais toutes les bases sont disponibles quand tu télécharges l'appli. d'accord, Voilà, donc là, hop, je fais un next, next. Voilà, bon, ça va assez vite, hein. Je fais un petit coup de finish, et puis donc j'ai mon projet qui est ouvert, et je peux commencer à faire mon load, mon extract, ou quoi que ce soit. Donc pour d'accord. faire un load, ben, allez, hop, je vais prendre le chemin le plus court. Hop, load. On va prendre un fichier avec Customer, très bien. Je vais le mettre dans le domaine que j'aime bien, qui est Starbeck. J'ajoute une description, sample desk, et next. Donc voilà, à partir de là, il va inférer le schéma. Il va Ouais, dire, tiens, j'ai reconnu un fichier CSV. Bon, voilà, est-ce que je peux mettre une clé? Alors, la clé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui est assez important pour améliorer les performances, notamment sur les bases de données Big Data, hein. Ça ne vérifie pas l'unicité, mais ça peut avoir un impact significatif sur les performances. ouais, bien sûr. Donc là, les données, comme c'est la première fois, bon, il va créer la table, charger, etc. Et voilà, on a réussi à charger. Bon, c'est une petite table, hein. Je pense que si je regarde le summary, il y en a 10. Tu vas me dire, oui, mais là, tu es dans le clic, ISAM, comment je fais pour pousser, pour avoir du code, etc. Et voilà. Et donc là, on obtient notre fichier YAML, où on est tout le temps aidé par la doc, etc. Je peux faire du YAML, par exemple, si je veux passer à autre chose que du append, mais faire du overwrite, hop, je choisis overwrite, et ainsi de suite. Et il va m'aider à terminer. Alors l'append, je l'aime bien, moi, parce que, bon, tu vois comment on bascule, en fait, du mode code au mode graphique, hein. Ouais, très, très facilement, effectivement. Si je veux rajouter, alors la stratégie, c'est append, hein, tu le vois bien, c'est append. On a plusieurs autres stratégies. Tu peux définir ta propre stratégie. Ça aussi, ça fonctionne. Mais bon, voilà, on va recharger encore le fichier et ça va nous rajouter de nouvelles lignes, hein. Donc voilà, il va les charger. Puis, Ouais, donc ton YAML, il est assisté, hein, oui. voilà, c'est pas du notepad, enfin un bloc-notes bête, c'est guidé et donc Ah non, c'est bien sûr. un Ah YAML oui, bien sûr. assisté, intelligent. Alors, voilà, bah, si je me mets là, voilà, on va sauvegarder. Si je me mets là et que je décide, tu vois, de rajouter voilà, tu vois, tu as bien vu l'erreur tout de suite là. Ouais, Hop. Hein, donc j'ai une erreur. Si je veux rajouter un nouvel attribut,
hop, je fais name, deux points, et coucou, voilà, et hop, et là, je peux commencer à regarder tout ce qui est offert. Aurait possible, voilà, et je peux mettre true ou false, hein. Si je Ouais, mets un d'accord. T, il me propose juste, voilà. Donc ça, on peut faire les deux, évidemment, hein. Donc, Ouais, OK. OK. les deux sont possibles. Moi, une fois que je maîtrise, j'aime bien. On peut repartir. Après, je fais pareil pour ma transform. Là, évidemment, on est assisté également pour la transform. Et puis, je vais faire my KPIs. Voilà, voilà. Et je fais KPI 1. J'ajoute mon premier modèle, KPI 1. Et on peut se dire, tiens, mon premier KPI, c'est le nombre de clients. Ouais. CNT, From. Donc là, tu vois, c'est assisté aussi. Starbek, voilà, paf. Je fais ma query. Et hop. Ouais, Alors, tu une ouais, petite maintenant, flûte, c'est normal. non, Et tu là, tu as vu, il a vu toutes les erreurs, tout est souligné. ouais, Donc c'est ça. voilà, je corrige. Voilà. Et donc, c'est pas starbek.starbek, mais c'est starbek.customers. Voilà. D'accord. Et je pense que là, ça devrait aller mieux. Et il me dit, voilà, j'en ai 20. OK. Ouais, donc tu es assisté à tous Voilà. les niveaux, C'est ça, je voilà. sauvegarde. Et quand on sauvegarde une particularité, il me dit, tiens, j'ai détecté ce schéma-là de table, est-ce que ça te va? De type long, oui, je dis, ça me va. Et là, je peux matérialiser. Et évidemment, quand on va explorer notre base de données, on remarque qu'on a bien notre table avec notre seule ligne, ou alors notre table customer avec les lignes qu'on a chargées, hein, il y en avait 20. On Ouais, a d'accord. les audits de chargement, les audits d'exécution qui sont là, le temps que ça a pris, et ainsi de suite. Alors, si je veux aller un peu plus loin, je reprends quand même le projet que j'avais tout à l'heure, hein, je pense qu'il est un peu plus parlant. Et là, on peut voir, évidemment, je pense, le lineage. Ouais. Et donc là, typiquement, je peux un peu mieux comprendre ce qui se passe sur mon projet pour ce lineage-là. On peut en regarder un peu plus compliqué, on va dire, qui est construit à partir de plusieurs transfos. Donc overall KPI, qui est construit à partir de ces CTE, ces CTE étant le résultat de cette transformation-là. Cette transformation-là étant elle-même, pardon, hop, faut bien viser, étant elle-même le résultat de transformation et de fichiers voilà, qui sont là. Bon, écoute, là, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois ma transfo. Je peux expliquer à mes équipes ce qui se passe exactement et même suivre ma donnée. Et suivre ma donnée pour savoir par quelle transformation elle atterrit là, puis là, puis là. Et Ouais, donc, d'accord. typiquement, quand on regarde, tu vois, product qui va vers total count, je me rends compte que c'est la somme des quantity fois price. C'est Ouais, le d'accord. total spend. Donc, on voit très bien ce qui se passe et donc on peut suivre et voir le lineage à la colonne. Évidemment, tout ça est open source, hein, c'est gratuit. Bah, écoute, Voilà. chaque fois ça m'étonne de enfin, c'est tout gratuit, c'est génial. Enfin, c'est incroyable. On Bravo. peut aussi, tiens, il y a des choses qui sont assez, c'est sur la qualité de données. Je pense qu'on s'interroge souvent sur la qualité de données. Là, par exemple, je vais faire une qualité de données. Je veux dire, je vais prendre sur mon schéma volume et je vais dire que la table que j'ai chargée, le nombre de lignes doit être entre 0 et 1000, par exemple. Tu vois. D'accord. Là, on sait qu'on en a 20, donc normalement, si je la run, c'est bon. Voilà, elle passe, il me dit voilà, j'ai exécuté cette requête, ça s'est bien passé. Et puis, si j'en mets 10, là, par exemple, normalement, ça devrait être mauvais puisque j'en ai 20. Ouais, Voilà. d'accord. Évidemment, il me dit que c'est pas bon, ça va pas. Donc là, tu rajoutes tes expectations qui sont en fait tes cas de test que tu peux venir voir ici et visualiser dans tes tests-là le pourcentage de couverture, etc., qui est erroné et qui se passe bien ou pas. Ouais, donc, idéalement, tu fais tes expectations avant tout chargement, c'est ça? Et puis tu Ben oui, contrôles tes normalement, datas voilà, c'est ça, avant c'est ça. injection. D'accord. Et ça peut continuer ou pas. Plus un suivi de la freshness, est-ce que tes données sont arrivées dans les temps ou pas? Bon, voilà, je fais assez vite parce que tu me demandes d'aller assez vite, mais ça permet de voir. Alors, tout ça, c'est du YAML, hein. On peut le faire en YAML. Tout à l'heure, tu me disais, là, j'écris mes expectations. Je peux venir les écrire là et tu les vois, elles sont là, mes Ouais. expectations. Ouais, Hein. effectivement. Donc, elle est écrite là, expect, et puis l'appel à la fonction d'expectation. On peut enrichir la base d'expectation, évidemment. Plus un petit worksheet qui permet de faire du SQL à la main. C'est un worksheet qui est pas mal, hein. Là, si je fais select count étoile from audit.audit, alors évidemment, hop, tu vois, je fais un peu en virgule, et puis là, je fais un select étoile from starbek.customers, par exemple, voilà, hop. Et tu vois, tes petites flèches là, hop, ça c'est pour exécuter celle-là, et ça c'est pour exécuter celle-là. Donc à Ouais, chaque fois, on a. ouais, super simple. Ouais, Voilà, donc ça va assez vite, hein, c'est pas compliqué. Puis vient la construction de ton modèle sémantique. ouais. Ok, donc allez hop, je vais l'appeler sémantique, allez, Sam1. Et on va construire ces tables. Et donc là, ça va, voilà, je vais customer purchase history.
je fais Next, il me dit, je te propose ça. Alors là, je ne vais pas perdre mon temps, mais il va me proposer différentes choses. Là, je peux lui dire que c'est plutôt un count, si c'est une métrique ou autre. Il me Ouais, propose d'accord. déjà pas mal de choses, hein, c'est des dimensions, des phases, etc. Je fais ce que je veux. Tiens, je vais faire quelque chose là, qui va peut-être juste pour montrer, même si ça n'a pas trop de sens, mais l'idée, c'est de donner une idée. Euh, voilà, une table dimension, voilà, voilà, je fais Next, je crée ma table, et là, on voit bien qu'il a différencié chacun des éléments. On peut rajouter une deuxième table. Par contre, je vais prendre une autre, voilà, je vais prendre celle-là. Next. Allez, on fait un finish vite fait. Et là, tu vois, je vais créer mon modèle sémantique. Voilà, ok, je prends ça. Est-ce que c'est une many to one, une one to many? Je ne perds pas trop de temps à aller dans le modèle, mais voilà. Et donc, j'ai écrit mon fichier YAML. Je peux l'écrire d'ici. D'accord. Il sera sauvegardé également, tu vois, un bon petit coup de save. Hein. J'ai également sauvegardé, voilà. Ouais, Je super. reviens, et voilà. D'accord. Donc les deux sont possibles. Tu vas me dire, oui, mais j'aimerais bien pouvoir les pousser dans Git. Voilà, donc là, tu vas pouvoir pousser dans Git si tu le souhaites, tous tes fichiers. Donc, je m'arrête là parce que c'est pas la peine d'aller plus loin, mais ça te donne une idée de la vélocité, en Ouais, tout bah, cas. effectivement. Bah, tu Et es guidé de tout le long, voilà, tu peux, faire tes tests, c'est ça. on t'accompagne sur Voilà. l'exécution, on te dit si ça se plante, tu as les logs, ça te fait le chargement, j'ai pas, les premières secondes de la démo, j'ai pas compté, mais allez, en 5 secondes, tu étais connecté et 15 secondes après, tu avais fait ton premier chargement, quoi. C'est ça, c'est Heu, exactement ça. Et ça va très très vite. Et évidemment, tout est contrôlé. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de typage. Hein. On a toujours codé dans un langage typé chez nous. Tous les développeurs chez nous sont des adeptes du typage hein, depuis toujours. Et là, ben, tu vois bien que ce soit en C++, en Scala ou d'autres langages, ben voilà, on a toujours fait du typage fort. Et là, on voit bien que lorsqu'on charge, ce n'est pas du data mouvement, c'est de la validation. ouais, Typiquement, je peux, alors là, tu me pousses dans les retranchements de validation de données intéressants, c'est que je peux définir un nouveau type et dire, voilà, ce type-là, ben, c'est par exemple, ben, là, tiens, il y en a un. Voilà, j'ai le type email, et ce type email, c'est une string qui doit respecter ce pattern. ouais, c'est ça, Et d'accord. si jamais, et donc quand je crée alors on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais on va le voir là maintenant, et quand je crée, et donc là j'ai email, est-ce que j'ai un email? Ouais, j'ai un email. Et bien là, au lieu de mettre string, il me suffit de mettre email, et il validera, il s'assurera que c'est un email au chargement. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et donc là, quand je reviens, encore une fois, on peut les regarder comme on les a vus, mais j'aurais pu toucher ici, là, tu vois, le type email est là. Si je voulais, j'aurais pu venir le choisir ici. Ouais, d'accord. Donc tu peux construire au fur et à mesure ton typage et t'assurer de bétonner C'est ça, ta sémantique, ton chargement, ouais, absolument. et d'accord, OK, Absolument. bah, Je vais un peu plus loin et je m'arrête là. C'est qu'on a les schedules. Et donc, on veut bien scheduler pour générer notre orchestration. Ah ben alors là. Oui, et qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, tac, tac, tac. On va regarder si j'ai bien configuré mon orchestrateur. Oui, il est là. Ben, écoute, là, ah ben oui, on est sur le site de démo et l'orchestration est désactivée. ah bon, Effectivement, cool. tu te souviens, là, c'est quand on a regardé là, je t'en fais un sample 2. Next. On va prendre, puisqu'il n'y a que DocDB qui est sur le site de démo. Ouais, Là, d'accord. tu vois bien, l'orchestration n'est pas disponible Ah dans oui, ce site. effectivement, d'accord. Mais j'ai accès quand même à une autre plateforme qui n'est pas publiquement accessible et elle qui est ouverte à toutes les bases. Hein, voilà, donc là, hop. euh, voilà, le temps qu'elle démarre. Voilà. Et donc là, évidemment, je peux orchestrer un peu comme je veux et lancer mes jobs sur BigQuery automatiquement. Allez, on bascule sur BigQuery. Donc là, tu viens de voir quelque chose qui... Voilà. Et donc là, hop, je peux générer mes DAG. Attends, 2 secondes. Il faut que j'en ai quelques-uns. Oh ben, tu vois, là, j'ai rien à avoir orchestré. C'est normal. Tiens, on va prendre celui-là, est-ce qu'il y en a quelques-uns? Il faut que je tombe sur un projet où il y a des DAG à orchestrer. Voilà. Le Donc, tiens, matériel, ouais. hop, on prend, ben, tu vois, hop, DAG. Generate. Voilà. Et donc là, il y avait un DAG orchestré. Et là, les connaisseurs apprécieront, c'est du Airflow. Okay. Ouais, OK. Pareil, on supporte, si c'était du Snowflake Task, on aurait généré vers Snowflake Task, notamment. Voilà. Et Daxter aussi, je Et crois. Daxter, évidemment. Oh, j'avais oublié, mais Ouais, voilà. effectivement.
Bah, Voilà, je peux je te vois que dire. c'est hyper complet en fait, hein. C'est une plateforme tout en un. Allez, on termine par quoi? Les prérequis, tu veux installer ça chez un client, qu'est-ce qu'il faut? On commence comment? Le client vient, il vient là, il nous appelle même pas. Il veut l'installer en ligne normalement, c'est comme ça. Il veut l'installer en Docker, voilà ce qu'il a à faire D'accord. et il a exactement toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir. Bon et en plus toute la doc est là présente Et à toute jour. la doc est en ligne, les guides, les tutoriaux, et cetera. On est en train Waouh! d'enrichir cette partie-là, qui sont vraiment comment faire du load, start, en 4 étapes, tu vois, quelque chose de bien guidé. Mais la doc est normalement là et tout est là. Ça, franchement, c'est difficile de se rater en passant par la doc. Bah, écoute, congratulations diraient les Anglais, je sais pas comment dire. Bravo. Bravo à toute l'équipe. On rappelle que c'est open source, ça fait Oui. du T et du L, proprement, efficacement. Heu, Et ça envoie vers le haut. On entend alors soulever l'orchestration. Parce que ah bah oui, l'orchestration bien oui, sûr. moi j'aime bien rappeler que le principal pain point du data ingénieur, c'est l'orchestration. Ouais. Et c'est pour ça que ce qu'on fait là, je pense, hein, en tout cas, je peux me tromper, le point fort de Star Lake, c'est que l'orchestration n'est plus un pain point. Ouais, Il c'est va générer toute l'arborescence sans qu'on ait à mettre du Jinja ou autre, ou des macros avec un langage inconnu. On prend les SQL, on génère l'arbre, donc le fameux DAG, et on exécute sur Snowflake Task ou Airflow ou autre. bon, bah, écoute, bravo pour ça. On mentionnera les noms dans le petit mémo que je ferai. On mettra les noms des contributeurs parce que je trouve que bravo, il faut les féliciter. Oui, Heu, vraiment des customer facing, ouais, comme tu dis, un data ingénieur, qui ont vraiment, enfin, sans eux, la plateforme n'existerait pas, ouais, là, il y en a, enfin, ils méritent, cette reconnaissance, cette médaille et clairement. puis on précise que c'est open source, que c'est, utilisable, tel quel, chez les clients et que c'est un projet, Frenchy, Ah ben, cocorico, quand même, toïlettes. Là, ah bah, quand toilette. même, c'est évident. Je pense que c'est évident, ouais. Bon, bah, génial. Écoute, on se garde, pour l'épisode 2, on se garde tout ce qui est MCP, AI parce que bon, j'ai vu les features déjà, je sais à quoi Mmh. ça ressemble, Mmh. mais on peut pas tout faire d'un coup et on se Non, garde non, un parce qu'en fait, il faut qu'on dissocie les 2. C'est-à-dire, tu as le core feature, c'est-à-dire le cœur du système qui est là, qui te permet de faire un nombre important de choses. Et derrière, moi, tu me connais sur l'IA, les premiers racks qu'on a mis en place il y a 2 ans, aujourd'hui, on voit comment ils ont évolué, où est-ce qu'on en est. Euh, J'aime bien qu'on parle des limites aussi. ouais, très bien. Eh Voilà. beh, Et écoute, donc, je pense qu'on pourra en parler à ce moment-là. génial. Eh ben, on se garde ça pour, l'épisode numéro 2. En Merci. attendant, bah, écoute, merci. Salutations à toute l'équipe et Écoute, à très bientôt pour l'épisode, merci, suivant. c'était un grand plaisir et à bientôt, j'espère. Voilà, reste avec moi, je lance la petite musique de fin et on se débriefe, après. D'accord, À très merci. bientôt. À bientôt.